Bonjour Sandy, je suis vraiment content qu'on ait cet échange ensemble, puisqu'en fait on va parler de ton dernier livre que je tiens ici avec moi. Et donc ce que j'aimerais bien, c'est que tu donnes quelques tes petits conseils, des extraits, et en particulier la partie sur la résilience que je trouve vraiment très importante dans le contexte économique actuel. Alors, est-ce que tu peux nous donner un petit aperçu de, bien sûr, pourquoi tu as écrit ce livre et qui tu es et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je vais commencer par cette question-là, dans cet ordre-là. Je suis Sandy Giacobi, je suis cofondatrice de l'agence My Marketing Experience, qui est donc une agence de conseil et de services en marketing B2B. Je suis marketeuse depuis, j'aime bien dire que je suis entrepreneur depuis 15 ans, marketeuse depuis 20 ans et passionnée de, alors le gros mot que je vais dire qu'une seule fois, de paléoanthropologie depuis encore plus longtemps. Donc c'est un mot hyper compliqué pour désigner en fait l'évolution des espèces humaines et je le mets au pluriel volontairement parce qu'aujourd'hui il n'y en a plus qu'une seule, c'est la nôtre, Sapiens, mais il y a 50 000 ans, on était encore 4 ou 5, j'ai la compagnie d'un chien qui m'a rejoint, 4 ou 5 espèces sur Terre. Excuse-moi. Il reste encore des chiens en fait, donc on n'est pas le seul, il reste race, des entre chiens. guillemets. Mais en espèce humaine, on est la dernière. Et donc ça, c'est ce que je fais dans la vie. J'ai également un podcast qui s'appelle My Marketing Podcast, qui, comme son nom l'indique, est un podcast marketing. Et parallèlement, comme j'étais passionnée de toutes ces lectures, parce que moi, je le cachais, je n'en parlais pas, mais je lisais beaucoup plus de livres sur le sujet de l'évolution des espèces humaines, et spécialement, d'ailleurs, moi, je suis très passionnée de Néandertal, beaucoup plus que de business. D'ailleurs, je n'osais pas l'avouer parce que c'est très tendance de dire j'ai lu la biographie de machin et tout. Moi, pas du tout. Je dis pas que ça m'intéresse pas. J'en ai lu, mais je me passionnais beaucoup plus pour les livres qui vont parler de l'évolution, de paléoanthropologie. Et en fait, à force de faire ces lectures, étant moi-même entrepreneur, j'ai vu énormément de parallèles entre les stratégies de survie de Sapiens et qui expliquent pourquoi Sapiens, notre espèce, continue d'exister aujourd'hui alors que toutes les autres ont disparu, spécialement notre plus grand concurrent Néandertal. Et à force de prendre des notes pour me disant ça c'est intéressant, je me dis peut-être que je pourrais en faire un livre. Et voilà, c'est comme ça qu'est né Homo Entrepreneurus. Mais en fait, tu es passionné d'histoire alors? Je suis passionnée de préhistoire mais pas les dinosaures. Tu vois, les dinosaures, moi, quand on me dit t'adores la préhistoire et les dinosaures, je suis non, moi les dinosaures, je trouve ça rigolo, mais pas plus que ça. Je ne suis pas passionnée d'histoire, je suis vraiment passionnée de la période, on va dire, qui s'étend de moins 300 000 ans à moins 50 000 ans, si on veut être très spécifique, mais je pense que ça n'évoque pas grand-chose. C'est plutôt la fenêtre où tu avais encore plein d'espèces humaines, les grandes migrations, et qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y a moins de 40 000 ans, on se retrouve finalement la seule espèce survivante. Ouais. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez intéressant, ce retour au basique, parce que justement, quand on était beaucoup sur le déploiement de la technologie, on était beaucoup sur l'innovation, des choses comme ça, et on se voit bien que maintenant, comme c'est un peu plus compliqué de percer au niveau du digital, on retourne un petit peu sur back to the basics, comme on dit, avec le comportement humain, nos habitudes. Et c'est vrai qu'on a échangé tout à l'heure, on parlait de neurosciences avec Mark Van Driemenen qui a écrit un bouquin 300 000 ans d'expérience client qui revient sur les fondamentaux du fonctionnement du cerveau. C'est vrai qu'on a parlé aussi du livre Sapiens, une brève histoire de l'humanité. Oui. Voilà, qui revient sur les basiques. Alors, pourquoi avoir choisi ce thème-là, justement, et comment on va le raccrocher à maintenant? Parce que le Sapiens, l'Homo Entrepreneurus, c'est qui? C'est nous? Comment, en fait, on va utiliser ton livre et pourquoi tu as choisi cet angle-là? Alors, c'est une super bonne question. En fait, aujourd'hui, quand tu diriges une entreprise, et c'est un truc qu'on constate quand on discute, on a tous l'impression de vivre quelque chose de nouveau, que tous nos problèmes sont nouveaux, que ça n'existait pas avant. La concurrence, le changement climatique, même, j'ai envie de te dire, c'est pas quelque chose de nouveau. C'est une question à laquelle il faut absolument répondre et qui est primordiale. Mais on a survécu à des changements climatiques. La question des environnements hostiles, de l'adaptation, de la survie. En fait, c'est nouveau pour nous parce que c'est ce que tu vis et que en fait, ton rapport au monde, il existe par rapport à ton expérience. Mais en réalité, ce sont des challenges qui ont été relevés par le passé
pas en tant qu'entrepreneurs, mais finalement, c'était déjà des entrepreneurs. Hein. Ils conquéraient des marchés, ils avaient de la concurrence. Et finalement, Sauf que s'ils se loupaient, c'était pas la gaz chômage ou non, c'était la gaz cimetière. Et je peux t'assurer qu'ils se sont loupés beaucoup de fois, hein, d'ailleurs. Ils se sont énormément loupés. Donc, il y a toute une partie, d'ailleurs, dont on parle, c'est de la relation à l'échec, de la vision de l'échec. Mais tout ça pour dire qu'en réalité, les stratégies, elles existent déjà. Tu le disais très justement avec la technologie, avec aujourd'hui, on a l'impression que tout est nouveau, mais en réalité, on est dans cette espèce d'accélération à la course à celui qui a la meilleure techno. Mais si tu te rends compte, c'est qu'à l'époque, celui qui a survécu, c'est pas celui qui avait la meilleure techno. Sapiens n'avait pas une meilleure technologie que Néandertal. C'est pas ça qui a fait qu'il a survécu. Et donc, c'est pour ramener ce questionnement dans les entreprises et en tant que dirigeant que j'ai voulu écrire ce livre. Alors justement, qu'est-ce qui lui a permis de dominer les autres espèces par rapport à un néandertalien qui était plus adapté sur la chasse, qui avait un meilleur odorat, qui était sans doute plus robuste. Physiquement était supérieur. Physiquement supérieur. Alors, ce serait difficile de retracer toute l'histoire, mais on va dire qu'il y a eu, c'est multifactoriel. C'est pas une chose, c'est pas une stratégie. D'ailleurs, on le voit dans les entreprises, c'est pas une seule stratégie qui fait qu'une entreprise domine. C'est en général plusieurs stratégies, plusieurs décisions à des moments particuliers. Mais si on doit en retenir quelques-unes, si on doit en partager quelques-unes, déjà, il y a une stratégie de ce qu'on appelle l'occupation du territoire. C'est-à-dire que Sapiens, une fois sorti d'Afrique, est allé partout. C'est pas le premier à l'avoir fait, attention. Hein. C'est pas le premier à l'avoir fait. D'autres espèces humaines l'ont fait. Mais face à des dangers ou à des climats nouveaux, à des mises en danger, eh bien, il y est quand même allé. Alors que Néandertal, face à l'arrivée de Sapiens en Europe et à un refroidissement du climat, ça, il avait déjà survécu à ça. Mais en fait, il a fait une stratégie inverse, c'est qu'il a plutôt une stratégie de repli. C'est qu'il a une tendance à s'éloigner du danger. Bon, bah, pas de chance, c'était pas une bonne idée. D'accord ? C'est pas une bonne idée parce qu'en fait, ça augmente comme tu vis reclus, ça augmente, tu te reproduis avec un nombre limité d'individus. Donc, ça veut dire de la consanguinité. Et ce qui peut se retrouver dans des entreprises, hein, si tu ne t'ouvres pas à l'innovation, si tu ne t'ouvres pas aux nouvelles idées et que tu vis en vase clos, tu vas avoir une consanguinité, alors non pas génétique, parce qu'on se reproduit pas entre collègues. Enfin, c'est pas. Ça peut arriver, mais ça peut arriver. Plutôt rare. Mais on va dire que ça c'est un cas particulier. Mais le problème, c'est que des entreprises vont avoir du mal à se renouveler et à s'adapter à de nouveaux marchés parce qu'en fait, elles n'intègrent pas des nouvelles idées. Et c'est ce qui peut conduire à leur perte. Donc, on détruit des mythes sur le fait d'être là depuis longtemps, ça augmente tes chances de réussite. Pas forcément. Au contraire. Pas du tout. Oui, mais tu sais, le too big to fail, ce truc dont on entend souvent, c'est pas vrai en fait. Ça, c'est juste un mythe. Un mythe qui est notamment créé par ce qu'on appelle le biais du survivant. C'est-à-dire qu'on va uniquement regarder ceux qui survivent et en tirer des conclusions. Moi, j'ai envie de vous dire, tirez plutôt des conclusions sur ceux qui n'ont pas survécu. Vous aurez beaucoup plus de données et beaucoup plus de choses à vous mettre sous la dent pour adapter votre stratégie. Donc ça, c'est une première stratégie, l'occupation du territoire, et on le développe beaucoup dans le livre, parce que pour une entreprise, l'occupation du territoire, c'est déjà bien sûr physique, être présent, mais c'est aussi occuper le territoire émotionnel, avec être le premier choix, être le top of mind dans l'esprit de ses clients. Et c'est ça aussi, occuper le territoire quand tu es une entreprise, et qui va être déterminante pour ta survie à long terme. Parce que tout est pensé pour développer son entreprise, ce qui n'est pas le plus dur. Toi aussi, tu diriges une entreprise depuis longtemps. Honnêtement, immatriculer ton entreprise, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué, c'est pas le plus difficile, c'est pas de te lancer le plus difficile, c'est de durer. Et toi et moi, on le sait parce que ça fait déjà quelques années qu'on est dirigeant. Donc tout le livre est pensé sur... Ouais, il y a aussi un truc, c'est le plafond de verre. Moi, ce que j'ai remarqué dans plein de boîtes, c'est que si tu changes pas à un moment donné ta manière de faire, tu vas plafonner. Par exemple, moi, je suis conseiller marketing, c'est vraiment une activité annexe, c'est pas mon cœur de business, mais malgré une baisse de trafic, malgré des changements, etc., je fais grosso modo, le même chiffre d'affaires chaque année. Bon, j'augmente la marge, etc. Voilà, je joue sur ces petits leviers-là. Mais quelque part, si tu changes pas en fait ta manière de penser, à un moment donné, en fait, tu vas atteindre ce fameux plafond de verre et tu ne vas pas pouvoir progresser, quoi. Oui, mais ce que tu dis, c'est quand même intéressant, c'est que malgré tous les changements, malgré tous les bouleversements, je veux dire, le métier que tu fais aujourd'hui, tu ne le faisais pas pareil il y a 10 ans. J'imagine que
Oui, mais tu as développé une forme d'adaptation et de résilience. C'est-à-dire que tu as connu le Covid. Tu as connu, alors le Covid, c'était il y a 5 ans, c'est il n'y a pas très longtemps, mais il y a eu une crise en 2008 aussi. Alors moi, je n'étais pas du tout entrepreneur en 2008, mais ceux qui étaient déjà entrepreneurs en 2008, je peux t'assurer qu'ils ne s'en souviennent pas comme des meilleures années de leur vie, quoi, avec la crise qu'il y avait eu. Et finalement, si tu arrives à maintenir ça malgré les chocs, c'est ça, développer une entreprise résiliente. C'est pas faire de la super croissance, c'est pas faire de l'hyper croissance, être résilient. Au contraire, l'hypercroissance est plutôt quelque chose qui augmente la fragilité d'une entreprise. Ouais. Alors justement, c'est ça que je trouve bien, c'est que tu as fait un chapitre complet sur la résilience dans ton livre. Et c'est vrai que c'est un sujet, moi, qui me parle depuis un petit moment, surtout que là, j'ai lancé un bouquin il y a quelques temps. Et je pense que les entreprises ne sont pas préparées à ce qui va peut-être arriver ou qui arrive actuellement, où on est déjà dans une période un petit peu de ralentissement économique, avec un petit peu moins d'opportunités. On voit bien que ça sature un petit peu au niveau de la création de contenu. On voit que les clients sont un peu plus difficiles, les budgets qui se restreints. Alors justement, pourquoi avoir créé ce chapitre sur la résilience et qu'est-ce que tu dis, quels sont les éléments clés que tu indiques dans ce chapitre-là? Alors, déjà, faire un chapitre sur la résilience, quand on traite du sujet de quelle stratégie pour faire durer son entreprise, ça me semblait un peu nécessaire. C'est-à-dire que faire croire aux gens que sur des années, tout allait être facile, easy et que ça allait rouler comme sur des roulettes, c'était très naïf et c'était pas le but du livre de te vendre du rêve à ce point-là. Donc le livre, il faut être honnête, je pense qu'il y a des passages très drôles, je pense qu'il y a des passages où tu apprends plein de choses et c'est vraiment les feedbacks que j'ai, mais il vend pas du rêve, il te fait pas croire des choses qui n'existent pas. Voilà. Et c'était important pour moi. Donc la résilience, c'est un sujet déjà parce que si tu veux être crédible et que tu écris sur un livre sur les stratégies d'entreprise à long terme, tu es obligé d'en parler. Et aussi parce qu'en fait, c'est une des raisons qui fait que notre espèce a mieux survécu que les autres, c'est que, alors j'en parle d'ailleurs, je ne vais pas rentrer dans un truc trop scientifique, mais c'est qu'on aurait en nous des gènes que n'avaient pas nos cousins et qui augmentent notre résilience, qui fait que nous sommes une espèce plus résiliente. Alors résiliente dans le sens où on va plus récupérer, c'est-à-dire qu'on va être moins sensible aux blessures, on va plus récupérer. Et donc ça, en fait, c'est très libérateur parce que quand tu développes ça, tu vas pouvoir développer, tu vas te payer le luxe de pouvoir développer d'autres compétences. Typiquement, ça peut être un meilleur langage. Alors attention, parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, par exemple, Néandertal pouvait parler. Mais est-ce qu'il pouvait parler de la même manière, avec la même complexité? Non. Quand tu es plus résilient, tu vis plus longtemps. Et quand tu vis plus longtemps, ça c'est valable pour un être humain et pour une entreprise, tu vas emmagasiner plus de savoir. Tu vas apprendre plus, tu vas intégrer plus de savoir collectif aussi, et transmissible. Donc ça ne se joue pas sur une génération, comme à l'échelle de nos vies d'entreprise, ça ne se joue pas sur un mois. Mais plus tu as le luxe de vivre longtemps en tant qu'entreprise, plus tu vas pouvoir apprendre. En fait, plus tu dois apprendre surtout. Parce que si tu n'as rien appris au bout de 10 ans, c'est que tu n'as pas bien fait ton job. Et je pense qu'on te l'a déjà dit peut-être sur les gens qui se comparent, qui viennent de créer leurs entreprises et qui veulent se comparer à des gens qui sont là depuis 15 ans. Mais non, mais c'est absurde, il ne faut pas faire ça parce que vous ne démarrez pas du même endroit. Là, c'est pareil en fait, c'est exactement pareil. Donc oui, la résilience, c'est hyper important et ça s'entretient. Ce n'est pas un truc qui tombe du ciel. Alors justement, comment on fait pour devenir un entrepreneur résilient ou créer une entreprise résiliente? Quels sont tes quelques conseils clés? C'est hyper intéressant ce que tu dis parce que tu parles de 2 tableaux, c'est l'entrepreneur, le dirigeant, ou les équipes dirigeantes d'ailleurs, on peut l'étendre, et l'entreprise. Et c'est important de le voir différemment. Parce qu'aujourd'hui, on nous a beaucoup parlé des entreprises résilientes, de qu'est-ce que tu fais pour que ton entreprise soit résiliente. Et effectivement, il y a plein de choses. Par exemple, de limiter la dépendance de manière générale, la dépendance à un seul fournisseur, la dépendance à un seul client, ça on le voit. Et d'ailleurs, on le voit, c'est pas que sur des petites entreprises, c'est des entreprises qui sont aussi déjà d'une taille critique et qui ont une trop forte dépendance à un tout petit nombre de clients. Et dès qu'ils en perdent un, en fait, ça les met très, très en danger. Donc déjà, limiter toutes les dépendances, limiter les dépendances à des canaux d'acquisition. Tu vois, les gens qui font all-in sur les réseaux sociaux, LinkedIn, par exemple, ou même tous les réseaux vraiment sociaux, un Eldorado. C'est vrai qu'il y avait vraiment de la place pour tout le monde. Et là, maintenant, moi, je vois de plus en plus de gens qui me disent mais Fred, comment on fait? Parce que là, maintenant, je vois la portée de mes publications qui diminue. Même moi, je vois ça. Mais tout le monde, voilà. La clé, c'est se dire mais ok, les publications, c'est bien, mais entretiens ton réseau, entretiens du relationnel, exploite. Voilà, diversifie.
diversifie. Alors peut-être pas dans les 3 premiers mois de ton activité. Là, on parle vraiment de résilience, donc quelque chose sur le long terme. Mais typiquement, diversifier tes canaux d'acquisition, c'est Mhm. hyper important. Alors ça ne veut pas dire en avoir 12 000, mais si tu ne capitalises que sur un blog, par exemple, on en parlait tout à l'heure, tu es Mhm. tributaire des algorithmes de Google. Ouais. Si tu dépends uniquement de LinkedIn, comme tu dis, bah, tu es tributaire de l'algorithme LinkedIn. Et c'est la même chose pour tous les autres canaux. Donc, là encore, diversifier. Je te donne des exemples rapides, hein, mais Mhm. même en termes d'offres, pendant très longtemps, t'en as, ils te disent, il faut avoir une offre unique. Alors, beaucoup sur les infopreneurs, ils te disent, il faut avoir une offre unique. Oui, pourquoi pas si tu débutes et que tu es infopreneur. Mais si tu es une entreprise qui vise à se développer et à durer, je vais te dire que ton offre unique, tu vas vite, Ouais, vite en parce que si revenir, tu hein. auras saturé ton marché, tu auras saturé ton audience, et après, comment tu fais pour trouver d'autres cibles? Donc, vaut Et puis mieux essayer de diversifier et d'avoir et plusieurs ton offres pour offre la même cible. ton offre unique, elle a une date de péremption, hein. Si tu la fais pas évoluer, elle va pas durer 15 ans. Alors, il y a Ouais, certains ouais, c'est vrai. produits, évidemment, attention, moi, en plus, je vais remettre un cadre. Moi, j'interviens uniquement en B2B, donc j'ai pas une connaissance très large et exhaustive du B2C, mais je pense que je me trompe pas si je te dis qu'en B2C, c'est pareil, tu peux pas faire durer exactement la même offre sur 10-15 ans. Et donc, c'est ça, la résilience pour une entreprise. Dans le livre, je décris beaucoup plus, hein, parce que là, on peut pas tout dire. Mais ce que je trouve hyper important et sur quoi je veux insister, c'est que la résilience, ça dépend aussi de l'équipe et du dirigeant et des dirigeantes. C'est-à-dire que si, en tant que dirigeant, tu ne prends pas soin de toi et on va dire, tu ne coaches pas et tu ne développes pas ta propre résilience, eh ben, tu mets toi-même ton entreprise en danger. Mhm. Ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre soin de ta santé. Ça veut dire avoir des périodes de récupération. Donc, même les grands sportifs ont des périodes de récupération pour améliorer leur performance. Donc, je ne suis pas une pro de la résilience humaine, mais même si on vient de sortir d'ailleurs un épisode de My Marketing Podcast sur ce sujet, donc si tu veux, on pourra mettre le lien qui parle Ouais. de résilience. Euh, c'est très important de l'envisager sur les deux tableaux, comme tu viens de le faire, c'est-à-dire la résilience en tant que personne, en tant que dirigeant entrepreneur, et la résilience de sa propre entreprise. Et c'est deux choses différentes, interdépendantes mais différentes. Ouais, je suis d'accord avec toi. J'ai un de mes amis là qui était gestionnaire de site. Il vendait des liens en fait, hein. Il avait des sites éditoriaux. Et donc il s'est fait shooter par l'algo de Google avec l'IA. Bien sûr, il a essayé de travailler sur la création de contenu automatisé, mais c'est plus compliqué puisqu'en fait, c'est pas facile de remonter. Donc lui, c'était son activité, son business depuis des années, créateur de sites. Il avait des rédacteurs. Donc des rédacteurs, il les a transformés par de l'IA. Mais à un moment donné, il a eu comment dire, une baisse de ses revenus parce que la vente de liens, ça, c'était beaucoup plus compliqué. Et là, en fait, il a eu un burn-out et il est un petit peu tombé pendant 3 mois. Là, il est remonté, mais il a eu vraiment une période très basse parce que justement, il avait pas cet aspect extérieur. C'est vrai que on s'est vu 2, 3 fois et on a échangé ensemble. Et c'est vrai que ça lui fait du bien. Et c'est vrai que moi, depuis 5 ans, je fais un coaching avec un de mes amis. En fait, on est devenus d'ailleurs amis, c'est vrai. Et au début, c'était ce qu'on appelle un mastermind, c'est-à-dire que tous les mois, on avait un échange ensemble de 1 heure et demie, 45 minutes, je parle de mes problèmes, 45 minutes, il parle de ses problèmes. Et avoir cet aspect extérieur, ça fait vachement de bien. Et là, même, j'ai un deuxième mastermind avec des marketeurs cette fois, parce que là, c'était un commercial. Et on était vraiment complémentaires. Là, on est complémentaires, mais on est plus dans le même Vous domaine. êtes Et c'est surtout vrai que pairs, en fait. voilà, et oui, voilà, et surtout, ce qui est bien, c'est que la première chose, c'est que ça donne un point de vue externe, tu poses des questions, etc., tu partages des retours d'expérience, parce que comme tu as dit, un dirigeant, il est souvent seul, et c'est compliqué pour lui. Et là, en fait, aussi, l'autre point, c'est que ça m'oblige à faire des choses. Quand on Oui, a une tâche, en disant, voilà, je dois faire ça, on a un fichier Excel, on se dit, je l'ai fait, je l'ai pas fait, et c'est vrai que la dernière semaine ou les 10 derniers jours, je dis, waouh, on a notre réunion la semaine prochaine, je faut peux pas arriver les absolument. mains dans les poches, il faut Voilà, que je fasse mes devoirs. exactement. Donc, Eh ben, ça, c'est important. moi, je trouve que ça, c'est un truc ce que tu décris, c'est créer des liens avec les autres, en fait. Et ça, c'est valable pour augmenter ta résilience en tant que dirigeant et pour augmenter ta résilience en tant qu'entreprise. Créer des liens, c'est d'ailleurs un truc fascinant, c'est que les entreprises familiales, il y a des études qui démontrent qu'elles sont plus résilientes, elles survivent mieux aux crises, parce qu'en fait, elles sont mieux intégrées dans la communauté. Elles savent développer des relations plus durables avec, que ce soit leurs équipes, avec leurs prestataires, avec leurs fournisseurs. Elles ont des relations qui sont plus durables, donc plus solides. Et donc, ça leur permet d'être plus résilientes.
Ouais, je suis d'accord avec toi. Alors, juste pour revenir sur la partie offre, moi, je suis 100% d'accord avec toi sur le fait qu'il faut être dans le top of mind et qu'il faut vraiment être présent. Je dis aussi qu'il faut s'adapter, comme tu l'as dit, aux tendances du marché. Par exemple, en fait, actuellement, c'est ce que je disais hier soir, j'étais en train de discuter avec une boîte qui était dans les logiciels, donc dans le domaine du bâtiment. C'est un de mes anciens collègues qui a repris une entreprise et il me disait, ouais, on travaille sur le produit, etc. Je lui dis, mais est-ce que tu as intégré l'IA? Il me dit, oh non, mais tu sais, l'IA, on y C'est pense, une mais mode. voilà. Voilà. Mais sauf qu'en fait, actuellement, je lui ai dit, mais tu n'auras pas l'audition de tes prospects. Tes prospects, si tu reviens avec ton logiciel qui est comme d'habitude, comme tous les autres, tu vas dire, ouais, ok, d'accord, bon, pourquoi je te donnerais du temps, pourquoi je changerais? Par contre, comme actuellement, il y a une tendance sur l'IA, si tu dis, hey, mon produit, il a de l'IA dedans, regarde, tu vas pouvoir faire ça, ça, ça. Les gens vont dire, ah, tiens, il y a quelque chose de nouveau, l'attrait à la nouveauté, ils vont se dire, ouais, il y a quelque chose qui m'intéresse, ok, je t'accorde du temps. Et nous, dans nos produits qui sont les solutions de centre de contact, c'est pareil. Si actuellement tu n'as pas cette notion d'IA, les gens vont dire ouais, ok, mais qu'est-ce que tu fais de plus, qu'est-ce que tu fais de moins, etc. Pourquoi je t'écouterais? Et quand tu leur dis tiens, faut qu'on se voit, par exemple, on a un salon en début avril, et là, dans le mail, je dis bah regardez, on va vous parler d'IA dans la relation client au niveau des chatbots, des callbots, mais également du quality monitoring. Les gens se disent ah ouais, il y a peut-être quelque chose. C'est peut-être le FOMO ou le fait en fait de se dire il y a quelque chose de nouveau, l'attrait du nouveau. Mais en tout cas, ça, je pense que c'est important quand on a un produit, c'est comme tu l'as dit, le faire évoluer lui-même et toujours le mettre en tendance. Tu as parlé du Covid. Au moment du Covid, c'était beaucoup sur la vente à distance, vente par les T'as pas le écrans. choix. Ouais, la résilience de l'entreprise, comment je fais pour maîtriser les coûts, etc. Donc c'est vrai que comme tu l'as dit, cette théorie de l'évolution, elle fonctionne aussi pour les produits et se dire, bah, faut que mon produit évolue en même temps que moi et soit en phase avec les tendances du marché. Avec les attentes du marché, moi, je vois aussi une double problématique à ça, c'est que ton produit, si tu le fais que un peu évoluer, il va Mhm. être très rapidement dépassé aussi. Donc, Ouais. si tu n'écoutes pas ton marché, ses attentes et ce que eux te demandent, bah, tu vas faire un peu, tu vas devoir faire ça quasiment, je dis pas tous les jours, mais tous les mois, et ce qui est Mhm. hyper coûteux. Donc, il vaut mieux écouter son marché et prendre les décisions, quoi. Donc, je te rejoins. Alors, dans ton livre, tu parles aussi de l'entreprise antifragile. Donc, tu dis qu'il y a des piliers incontournables qui sont accepter l'imprévisible, l'apprentissage, limiter la dépendance, faire de la redondance et la décentralisation. Est-ce que tu pourrais me donner quelques exemples d'un ou deux de ces items pour nous dire, voilà, comment je fais de manière pratique, moi, dans mon entreprise, si je veux, voilà, travailler, par exemple, sur la partie prévision, l'apprentissage, etc., etc. Alors, les prévisions, euh, malheureusement, sont rarement fiables. Il faut être honnête. Enfin, celle à long terme, celle du mois prochain, on va dire que c'est pas trop difficile. Mais moi, je déconstruis un peu le mythe de savoir anticiper le marché. Parce que on le Mhm. voit très bien, tous les trucs qui ont vraiment des conséquences graves, on les a rarement vus venir de très loin. Tu vois, Un signe noir. voilà, c'est exactement, ce sont les signes noirs. Merci pour la référence à, Nicolas bah, Taleb. d'ailleurs, à Nassim Nicolas Taleb, pardon, qui a aussi écrit le livre Antifragile. Donc, la différence, je vais juste faire un point de différence entre la résilience et l'antifragilité, pour que ce soit clair pour tout le monde. La résilience, c'est la capacité à revenir à son état normal après un choc. Ce qui est déjà super, attention, si vous arrivez déjà à faire ça, c'est bien. L'antifragilité, c'est l'étage du dessus. C'est quand on arrive à se renforcer des chocs. Mhm. D'accord? Et c'est un peu, si tu veux, comme un système immunitaire. C'est-à-dire, on le sait d'ailleurs, hein, le fait de s'exposer à des microbes, parce que c'est ce qui te rend plus fort. Et les années où on nous a forcé à porter un masque, on a vu qu'il y avait plein de gens malades après, d'ailleurs, et que c'était pas, c'est pas politique ce que je dis, hein, là, c'est juste, attention, hein, c'est c'est les médecins qui le disent, hein, c'est pas moi. Et donc, c'est pareil pour ton entreprise, c'est-à-dire que vouloir éviter absolument les chocs, ça te rendra moins fort. Et c'est pas du tout intuitif parce que naturellement, on a envie de les fuir, ces chocs. On se dit, ah merde, j'ai envie de me mettre en PLS, j'ai envie de me mettre au fond de mon lit, juste que ça passe. Mais la réalité, c'est que, un, ça passera quoi qu'il arrive, avec ou sans toi. Et si tu contrôles pas au danger et au choc, ça se passera surtout sans toi très vite. Donc, les chocs, je dis ça, mais j'aime pas, hein, attention. J'aime pas, j'ai pas aimé Covid, j'ai fait moins 40% l'année du Covid, j'ai pas aimé, ça nous a rendu plus fort d'une certaine manière si tu veux, mais sur le moment, j'ai pas dit, ah, chouette,
Génial, un choc, l'occasion pour moi de On me va pouvoir renforcer. vérifier si on est réactif et si Génial! on est Non, agile. non, j'étais au fond du rack, évidemment, mais pas trop longtemps d'ailleurs, parce que ça sert à rien non plus. Mais la réalité, c'est quand même ça, c'est qu'on se réjouit pas de ce qui arrive. Et donc, l'antifragilité, c'est vraiment ça, c'est que grâce au choc, tu vas les utiliser pour t'améliorer. Et d'ailleurs, on le voit que suite aux crises, tu as toujours des entreprises qui s'élèvent, hein, qui sortent gagnantes du lot. Maintenant, comment on fait? Alors, il y a plein de stratégies différentes. Et j'ai envie de te dire, si j'avais vraiment la recette miracle, je te la donnerais. Mais pour moi, il y a des choses importantes. C'est comme on disait, limiter la dépendance, mais surtout aller chercher la nouveauté. Ne pas avoir peur d'aller tester des nouvelles choses. D'accord? Ne pas avoir peur d'aller sortir de sa zone de confort. Et typiquement, le réflexe de se dire, en temps de crise, je vais tout couper, tous mes budgets, et je vais me cacher, en fait, ça, c'est la pire chose à faire. Vraiment la pire chose à faire. Il y a des études qui ont montré que quand tu coupes tout et que tu deviens complètement invisible, à la sortie de la crise, tu as aggravé en fait la situation par rapport à si tu avais continué à faire tes investissements et ta visibilité, tes investissements en visibilité notamment. Donc là, on parle publicitaire, mais ça peut être d'autres types de visibilité qui ne sont pas forcément d'acheter de l'espace média. Hein. Ça peut être de prendre la parole, d'être présent sur les réseaux sociaux, d'avoir un podcast comme tu l'as, de produire du contenu, peu importe. Hein. Tout type de visibilité. Ouais, j'ai l'exemple d'un de mes amis qui travaillait chez Dyson. Et c'est vrai que Dyson a eu un petit peu de difficultés parce que pendant le Covid, ils n'avaient pas tous les stocks, etc. Donc, ils ont réduit la voilure sur la publicité. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Leurs concurrents, Reventa, machin, etc., ont gagné en visibilité. Puis quand la crise, entre guillemets, est passée, qu'est-ce qui s'est passé? Et ben, en fait, les gens pensaient maintenant aux concurrents. C'était plus la seule référence. Et voilà, ils ont perdu après. Mais ils n'ont jamais réussi à récupérer toute cette perte-là. De toute façon, c'est une réalité. Si tu quittes le terrain, c'est quelqu'un d'autre qui le prend à ta place. Donc, si tu baisses ça et que tu te dis, j'ai ma trésor, je vais être tranquille, je vais être résilient, bah, oui, ça peut fonctionner, mais au sortir de la crise, tu ne seras pas plus fort. Tu seras juste à peu près comme il faut. Voilà. Éventuellement, c'est même pas dit. Hein. Si tu coupes tout et que tu disparais, là c'est un exemple, hein, mais ça peut être d'autres exemples, bien sûr, tu seras pas résilient et tu seras beaucoup plus fragile. Et de la même manière, lorsque tu vois des chocs arriver, alors moi je vais même parler plus de choc que de crise. Hein, le Covid, pour moi, c'était un choc. Alors, la crise, c'était une conséquence du choc, mais c'était quand même déjà pas mal. Si tu crées pas une nouvelle offre, si tu ne challenges pas ton offre, tes compétences, est-ce qu'en interne, j'ai ce qu'il faut? Est-ce que j'ai donné aussi en interne les moyens à mes équipes de continuer d'être au front et d'être efficace au front? Il y a quand même un problème dans certaines entreprises de compétences, c'est-à-dire qu'à force de rester, comme on le disait, en vase clos, eh ben, en fait, les compétences n'y sont plus. Et si tu n'as pas les compétences, tu n'es ni résilient ni antifragile, hein, tu n'es rien du tout, là, tu es au plus bas. Donc, je ne peux pas tout développer parce qu'il y en a énormément, mais pour moi, c'est le fait de rester connecté énormément avec son environnement, de ne pas chercher à fuir le danger, parce qu'en fait, c'est de ces chocs-là que tu vas devenir plus fort. Ouais, je te rejoins puisque un exemple très clair, donc avec Eloquent, la boîte pour laquelle je travaille, en fait, à un moment du Covid, donc c'est vrai que nous aussi, on a vu nos clients qui fermaient les centres de contact, ils faisaient ceci, ils faisaient cela. Et ce qu'on a fait, c'est qu'en fait, notre DG Alain Bouvray, elle a eu une très bonne idée. Il a mis tout le monde en disant, voilà, chaque service, vous allez en fait essayer de nous trouver des idées pour développer le business ou pour être plus proche de nos clients. Et c'est vrai que la R&D s'y est mis, le service produit, le service marketing, les commerciaux. Et comme cela, en fait, on a développé des services qu'on a offerts à nos clients pour créer plus de liens. Par exemple, tiens, on vous offre gratuitement le déploiement du télétravail, mais aussi des offres payantes. Tiens, on a un service de SMS et vous allez pouvoir comme ça prévenir vos clients à distance, etc. Et c'est vrai qu'il y a certains clients qui nous ont dit, oh, merci, vous nous avez déployé votre solution et on a développé de nouveaux services comme ça. Et ça, on l'a fait. Non pas parce que c'est une personne qui a décidé, mais qu'on a fait travailler l'intelligence collective et que tout le monde a été vraiment aligné sur le sujet. Et c'est, comme tu l'as dit, ça a renforcé les équipes et ça a créé plus de proximité. Ça, c'était quelque chose qui est vraiment marquant et qui est resté dans, entre guillemets, l'histoire de l'entreprise. Mais c'est hyper smart et merci d'ailleurs de partager cet exemple parce que je pense qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises gagneraient énormément à générer ça et même à aller s'appuyer sur des compétences extérieures. Il ne faut pas hésiter, si en interne, on n'y arrive pas, ce qui est tout à fait logique, de pas hésiter à aller chercher ça en externe, à s'entourer peut-être de gens qui ont l'expérience, qui peuvent venir challenger les idées, voir les choses sous un nouvel angle. Clairement, c'est ce qui fait émerger les idées. Et d'ailleurs, on le voit très bien. Hein.
Ouais, ouais. Bah, là, nous, encore un autre exemple. Tu vois, pour l'IA, nous, on a développé un peu d'IA dans notre produit. On avait de l'IA un petit peu classique. Mais en fait, on voyait bien qu'on n'arrivait pas à passer à la vitesse supérieure, à compter un À truc sur envisager l'IA d'autres générative. possibilités. Et donc, voilà, qu'est-ce qu'on a fait? On a recruté une personne externe qui était vraiment spécialisée dans l'IA. En plus, comme tu l'as dit, c'est quelqu'un de nouveau avec une mentalité différente, qui a testé des trucs et qui a apporté plus d'agilité, qui a apporté, comme tu l'as dit, du sang neuf, hein, au sens propre du terme. Et c'est vrai que grâce à ça, on a réussi à passer des étapes qu'on n'arrivait pas à passer parce qu'en interne, on avait ces freins psychologiques, ces blocages ou le temps, simplement le temps Ouais, disponible. ou Et quand... les schémas mentaux. Et alors, Ouais. merci d'évoquer ça parce que le fait de dire du sang neuf, tu vois, c'est pas anodin. C'est que, on le sait aujourd'hui, bah, tu vas aller, en tant qu'espèce pour t'adapter à un environnement, tu vas aller chercher les gènes d'une espèce déjà bien implantée et d'une espèce qui a bien survécu localement. Mhm. Bah là, c'est pareil en fait. C'est juste aller chercher les gènes chez quelqu'un d'autre. Alors là, c'est des gènes, on va dire, c'est une image évidemment, mais c'est exactement ce que vous avez fait en fait. Ouais. Alors, dans ton chapitre 9, donc sur résilience, créativité et prospérité, tu dis que c'est le combo gagnant. Alors justement, on a parlé beaucoup de la résilience. Si on peut juste dire quelques mots sur créativité et prospérité, en quoi en fait ça va aider à être enfin, antifragile entre guillemets par rapport à ses concurrents et à l'environnement économique. Alors en fait, c'est un lien de cause à effet. C'est vraiment un lien de causalité. C'est-à-dire que plus tu es résilient, Mhm. plus tu vas pouvoir être créatif. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu vas te sortir de ce qu'on appelle le mode survie un petit peu, déjà où tu as tout le temps le nez, et tu vas pouvoir réfléchir à de nouvelles idées. Et réfléchir à de nouvelles idées, comme tu viens très bien de l'exprimer avec le partage que tu as fait, le partage d'expérience sur ce qui s'est passé pendant le Covid, mais en fait, cette capacité à générer des nouvelles idées, donc à travailler sa créativité, c'est ce qui permet d'aller chercher ces nouvelles idées et des nouvelles pistes pour survivre et se développer. Enfin, je vais même le faire dans le sens pour se développer, durer et prospérer. Et c'est vraiment le parallèle. C'est qu'aujourd'hui, si ton entreprise, elle est uniquement focus sur survivre pour arriver jusqu'à demain matin ou après-demain, ben, tu vas peut-être survivre, mais tu vas pas te développer et prospérer. Et puis, au moins de pépins, tu risques de mourir surtout. Alors que si tu arrives à dégager, à avoir une organisation, je parlais d'organisation, mais également les équipes, qui te permettent d'augmenter ta résilience et que tes équipes elles peuvent allouer du temps à développer de la créativité et des nouvelles idées, là, par contre, tu augmentes largement tes chances de te développer et de durer. Ouais, alors là, je suis 100% d'accord avec toi parce que justement, je te parlais tout à l'heure du petit mastermind auquel je participe. Moi, j'aime bien en fait ajouter dans nos réunions qui sont mensuelles, c'est un rythme assez lent, mais bon, moi j'ai un emploi du temps assez chargé. J'aime bien ajouter mon Rex du mois, c'est-à-dire retour d'expérience avec des outils que j'ai testés, des tests que j'ai réalisés. Par exemple, tu vois, j'étais un gros fan du AIDA pendant des années, des années, des années. Et là maintenant, enfin, AIDA, c'est Et c'est technique hein, un pour copywriting. framework de Voilà. copywriting. Et là, maintenant, c'est vrai que il y a Jean Jean Lochet, qui est un expert copywriting, qui me dit, hey Fred, tu devrais quand même tester un peu le pass, problème, agitation, Agitation, solution. solution. Et c'est vrai que je dis, ouais, le pass, ouais, est-ce que tu crois vraiment? Et puis c'est vrai que j'ai eu besoin d'écrire un ou deux emails. Et j'avais écrit un email moi-même. Et puis après, je me dis, tiens, je vais l'envoyer à ChatGPT. Et je lui ai demandé de me réécrire ça en mode pass. Et c'est vrai que j'ai trouvé, waouh, c'est vrai qu'il y a des bons trucs. Alors j'ai réécrit comme d'habitude avec l'IA Oui, une partie, mais il y avait comme une super base de travail avec un angle que j'avais pas mis en avant, qui était en mode un peu storytelling, parce que c'est bizarrement, c'est pas, j'ai du mal à passer au mode storytelling, alors que, bah, comme dans ton livre, c'est bien en fait de raconter une histoire, c'est bien d'avoir un truc qui est pas trop théorique dedans. Et c'est vrai que quand j'ai lu ce truc-là, je me dis, ah ouais, putain, j'aurais pas eu l'idée de l'écrire, et je trouve ça vachement bien. Et maintenant, régulièrement, je challenge avec du pass, parce que je trouve que le pass est une bonne formule de copywriting, quoi. alors je pense que c'est une bonne formule de copywriting, mais moi ce que je retiens dans ce que tu dis, c'est que tu es allé t'exposer à une nouvelle idée. Et ça, je pense qu'on ne le fait pas assez. De manière générale, je suis un peu catégorique. Donc si je peux partager quelque chose, moi je m'oblige parfois à lire, écouter des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Et je sais que je ne suis pas d'accord. Alors, il faut prendre sur soi, ça peut être des moments désagréables, mais en réalité, c'est un super moyen
de se confronter à d'autres idées, à se remettre en question et peut-être aller chercher, ok, t'es pas d'accord avec 99% de ce que la personne a dit, mais tu as ce 1% qui va te permettre d'être meilleur ou de voir les choses sous un autre angle et qui va te déclencher une meilleure idée, quelque chose de différent de ce que tu trouveras chez les autres. Donc, je ne dis pas qu'à la longueur de journée, tu dois t'avaler des contenus que tu détestes. C'est pas ce que je dis. Mais faire cet exercice de temps en temps, promis, vraiment, il y a des apports notables dans ton entreprise. Ouais, c'est vrai que et parfois c'est dur. Moi, quand on en a échangé auparavant, des fois je suis un petit peu bloqué sur des livres ou des trucs et des fois ça me bloque un peu et j'ai du mal. Et c'est vrai que comme tu dis, des fois j'essaye aussi allez, je le mets de côté et je le reprends après. Alors, il y a un autre truc dans ton livre que j'ai bien aimé, c'est le chapitre 7. Alors, je ne sais pas si on voit bien l'écrit. Le chapitre 7, c'est le clan comme levier d'évolution et de croissance et de pérennité. Et ça, vraiment, j'ai trouvé bien parce que dans un livre sur l'entrepreneuriat, on le met assez peu souvent en avant, alors que je trouve que c'est un concept qui est super fun quand on débute ou quand on a une petite entreprise, cette notion de communauté avec comme le livre Tribe de Seth Godin ou 1000 True Fans, je ne sais plus qui l'a écrit, enfin qui est dans ces concepts, mais c'est 1000 fans, 1000 vrais fans. Je trouve que c'est vraiment important et c'est quelque chose qui permet justement de bien s'améliorer parce qu'on a une communauté proche qui fait un feedback. Alors justement, toi tu parles du clan un peu plus large, mais est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ce chapitre 7 là sur l'importance d'avoir un clan? Alors déjà, l'importance d'avoir un clan, si on se remet dans le contexte des sapiens et même des Néandertals d'ailleurs, tu pouvais pas vivre sans un clan à l'époque. Aujourd'hui, on est une société hyper individualiste, mais en réalité, à l'époque, tes chances de survie seule étaient nulles. Voilà, vraiment, je pense que les gens ne se posaient même pas la question, quoi. Tu vivais en clan et un peu c'est tout. Et c'est par l'entraide, le soin, qu'ils ont pu survivre, parce qu'on sait qu'il y a des personnes qui étaient handicapées, qui ont survécu, alors pas jusqu'à 90 ans, hein, voilà, d'ailleurs c'était rare, je pense, les gens qui vivent jusqu'à 90 ans, mais jusqu'à un âge avancé, du moins un âge qu'ils n'auraient jamais pu atteindre si d'autres personnes de leur clan n'avaient pas pris soin d'eux. Et ça, je trouve c'est hyper important parce que ça prouve qu'en fait tes chances de survie sont nettement supérieures si tu es capable de t'appuyer sur des aides extérieures à toi-même, donc ton clan. Donc moi dans le livre je parle du clan je parle de la communauté, ce qu'on appelle aujourd'hui les communautés. Je parle aussi du clan en tant que les entreprises qui vont aller aider ton entreprise et du clan de tes collaborateurs. Mais si on en reste uniquement au clan de ce qu'on appelle aujourd'hui les communautés, ben en fait ça rejoint un peu ce qu'on disait sur la résilience. C'est-à-dire que si tu arrives à réunir des fans, des personnes engagées, des ambassadeurs, parce qu'il y a la communauté, et puis les membres les plus forts de la communauté, c'est des ambassadeurs, c'est des personnes qui vont incarner ton entreprise à l'extérieur de ton entreprise. Je ne sais pas si tu imagines, je sais bien que tu imagines, c'est hyper, hyper fort pour asseoir la visibilité, la notoriété de ton entreprise et la réputation de ton entreprise. Et je pense que même si on n'est pas un expert de la réputation, même si les gens qui écoutent ne sont pas des experts en réputation, la réputation, c'est un des actifs les plus importants d'une entreprise. C'est-à-dire que même c'est sa capacité, et ça rend résilient d'ailleurs. C'est que si tu maintiens une bonne réputation et que tu gères bien ta réputation, il peut t'arriver une tuile. Tu peux faire une bêtise. Si tu gères bien ça, tu redeviendras à ton état normal. Alors que si tu ne payes pas attention à ta réputation et si tu n'as pas des gens autour de toi qui t'aident et qui contribuent à ta réputation, bah là, c'est beaucoup plus dur. Donc, pas besoin d'être une énorme entreprise. J'ai envie de te dire simplement ta communauté, avoir des Google Ads, pas des Google Ads, avoir des avis sur Google. De vraies personnes, attention, de vraies personnes. C'est déjà une communauté qui va contribuer à ta réputation et à ta solidité dans le temps. Et à ta visibilité aussi. Et le clan, tu peux l'engager de plein de manières. Alors, on en parlait et tu me disais que toi, tu regrettais parce que tu aurais voulu encore plus de choses sur le clan dans le livre. Alors, je le partage parce que tu vois, c'est un feedback que je trouve hyper intéressant. Aujourd'hui, on le voit, il y a des logiciels qui ont tout capitalisé sur la communauté pour créer de l'attraction. On le voit avec les communautés d'influenceurs. Les marques se tournent vers ces créateurs de contenu pour accéder à leur communauté. Et qu'est-ce qui les intéresse dans la communauté? C'est pas juste des gens qui vont acheter, c'est des gens qui vont transférer leur image et leur capital confiance sur ton entreprise. Donc la communauté, c'est quasiment transactionnel pour avoir de la confiance. Alors je sais que c'est peut-être un peu high ce que je dis, un peu élevé, mais tu l'as très justement dit en introduction,
ça parle d'humain quand même. Au mot entrepreneurus, ça parle d'entreprise, bien sûr, mais ça parle d'humain parce que les entreprises, jusqu'à preuve du contraire, pour l'instant, elles ont encore besoin des humains à l'intérieur. Et donc, si tu n'as pas de capital confiance dans ton entreprise, elle ne durera pas. Elle ne durera pas. Elle ne sera pas résiliente, elle ne sera pas antifragile, elle ne sera rien du tout. Et pour avoir cette confiance, tu vas aller la chercher dans plein d'endroits et notamment auprès des communautés. Ouais, c'est très vrai. Mais justement, nous, on le travaille de plusieurs moyens. Alors, pendant un certain temps, on avait fait un événement annuel physique, mais le Covid est passé par là et maintenant, c'est un peu plus compliqué de faire bouger les gens. Mais ce qu'on a prolongé, c'est le club utilisateur. C'est-à-dire, une fois tous les 6 mois, grosso modo, on invite une quinzaine de clients et c'est vrai qu'on fait venir notre R&D, on fait venir ici une partie du marketing et c'est vrai que c'est un moyen de gagner en proximité. Et avoir ce relationnel-là, manger avec quelqu'un, c'est ça qui. Alors, ça reviendra à l'époque de Néandertal, partager le repas. Mais au contraire, les événements physiques reviennent en force. Moi, je pense que c'est très, très bien. Rencontrer quelqu'un, manger avec lui, ça m'a permis moi d'avoir des liens avec des personnes qui nous ont dit, parce qu'au début en fait les gens ils sont un peu réservés. Mais par contre quand tu discutes avec eux, que tu as brisé un petit peu la glace, que tu es de manière un peu informelle, ils te disent ah ouais, tiens tu ferais bien d'améliorer ça dans le produit, ah faites attention à ci et fais ça, et on crée du lien et après nous on arrive comme ça à retrouver des personnes avec qui on peut faire des webinaires, des témoignages, parce que quelque part c'est ça que je trouve qui est le plus fort, c'est que quand tu arrives à avoir des gens qui sont plus en fait des clients, mais qui sont entre guillemets des partenaires, quand tu passes de client à partenaire. Et là, par exemple, il y a un client qui s'appelle Laurent Trojani, qui a travaillé chez Bouygues Télécom, qui a travaillé chez Equera, et maintenant il travaille chez Kio, une filiale de Bouygues Télécom. Et c'est vrai que Laurent, on discute ensemble, et il a une super vision sur la relation client, il nous aide aussi à améliorer le produit, il nous a challengé, il nous a bien aidé, mais quelque part, il nous dit aussi les choses, il nous dit les choses en face, et ça fait pas plaisir, mais quelque part, moi, ça me sert à avoir un levier en disant, hé les gars, faites attention. Exactement. C'est un super, super bel exemple. Ouais. Après, le relationnel, on ne peut pas toujours le faire nous-mêmes. Et ce qu'on fait, et c'est que moi j'essaye de faire, c'est que je rassemble un maximum de nos clients et prospects sur LinkedIn. Et à chaque fois, j'ennuie nos commerciaux pour que, suite à un webinaire, suite à une matinale, ils nous envoient des listes et qu'on ajoute les contacts sur LinkedIn. Et je me bats là actuellement avec eux pour augmenter leur réseau. Et c'est vrai que quelque part, ça permet de créer ce lien-là. Moi, par exemple, toi, je souhaite les anniversaires, les changements professionnels tous les jours. Alors, sous-traité par mon assistante, mais c'est moi qui fais le deuxième lien. Oui, mais le travail est fait. Tu crées le lien. Voilà, exactement. Et je crée du lien comme ça. Et là, par exemple, on a un salon, le salon All for Customer, qui sera à Paris là, en début avril. Et ben en fait, chaque commercial, grâce à un outil, va envoyer un message à ses contacts de sa communauté et il va les inviter. Et bonjour, est-ce que ça vous viendrez sur le salon? On a 2 conférences, machin, etc. Et c'est vrai que ça permet comme ça d'animer, de créer du lien. Et comme tu l'as dit précédemment, être dans le top of mind. Et à chaque fois que quelqu'un a un besoin, hop, il pense à nous, quoi. Pense à toi. Ouais. Bon, merci pour ce petit résumé sur les communautés. Alors, il y a 11 chapitres dans ton livre. Est-ce qu'il y aurait un dernier chapitre qui, pour toi, serait vraiment important et que, sur lequel, en fait, on doit vraiment réfléchir et se poser? Est-ce que c'est l'environnement? Est-ce que c'est s'adapter Voilà, tu me demandes de choisir. C'est comme à choisir entre un enfant. Presque. Non, je pense qu'ils sont tous intéressants. Ils peuvent être lus dans l'ordre qu'on veut. C'est vraiment... j'y tenais. Je pense qu'il y en a un qui fera du bien à tout le monde de lire. C'est le premier qui parle de l'échec. Ouais. Ce n'est pas le plus fort qui survit. Voilà. Le profil idéal du perdant. Et à chaque fois, comme tu l'as mis, une notion business. Je dirais juste que voilà, lisez-le dans l'ordre que vous voulez. Mais commencez peut-être par le chapitre 1 pour dédramatiser un peu tout. Et il me tient énormément à cœur ce chapitre parce que je pense qu'aujourd'hui, quand on est dirigeant, on subit énormément les injonctions, on subit énormément la comparaison, on subit énormément la survalorisation des réussites éclairs qui n'existent quasiment pas, si ce n'est dans le cerveau des journalistes. Donc, commencez peut-être par le premier et après, lisez le reste dans l'ordre qui vous plaira. D'accord. Alors justement, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur toi et bien sûr ton entreprise? Tu nous as dit tout à l'heure expert du marketing B2B, by marketing. Est-ce que pour ceux qui ne te connaissent pas actuellement, tu peux leur faire un petit pitch sur ton agence, mais également tout ce que tu fais autour, en particulier le podcast?
Oui, bien sûr. Alors, My Marketing Experience, c'est l'agence de conseil de services en marketing B2B que j'ai cofondée avec ma sœur Laurie Jacobi. Vous pouvez la trouver elle aussi sur LinkedIn. On communique beaucoup ensemble. On co-anime aussi le podcast My Marketing Podcast. Et si je dois te présenter rapidement My Marketing Experience, nous, en fait, on accompagne les entreprises en B2B. On va dire de la start-up à des entreprises qui sont déjà plus avancées. Leur point commun, c'est qu'elles sont en B2B et que, on va dire qu'elles ont une volonté de faire la différence sur le marché, d'être perçues différemment et de durer. Et donc, on a un fort focus, nous, sur la partie stratégique, à savoir comprendre qui est ton client, ta cible, la psychologie de l'achat, de construire des offres ou de challenger leurs offres. Ça, c'est très peu fait par ailleurs et on insiste pas mal dessus. Et on travaille beaucoup le positionnement. Derrière, comment tu déclines cette stratégie, on les aide aussi à l'implémenter sur le terrain. Et ça fait bientôt 15 ans, là, dans quelques semaines. Bon, et donc ton site internet et l'adresse du podcast, où on le retrouve ? Alors, le site internet, c'est mymarketingexperience.com. Attention, c'est expérience et en un mot. Le podcast, c'est My Marketing Podcast et tu le retrouves partout. Il est sur YouTube et sur toutes les plateformes de podcast. Sur YouTube, on doit être à 13 000 abonnés. Et sur les plateformes de podcast, on est sur Apple Podcasts, Deezer, toutes les principales. My Marketing Podcast est disponible partout. Super. Je te remercie pour ton temps et à très bientôt. Merci Frédéric.